C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare. Ouf, hein, ça a été une transition quand même plus douce que prévu. Joli. Mais bah Wiki, Mais Barack, mais Barack. I prefer. Je suis moins Wikipédia qu'avant. Ah hein. ouais, mais tu l'as encore là. Un petit peu moins qu'avant. Ah, je suis sûr que oui. Un petit peu moins qu'avant. Je suis moins sur moi. C'est l'instinct. C'est ça. Mais bon, hey, mais Barack, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Moi pour aussi, cette bro. toute nouvelle émission d'Apéro Cigare, épisode 2. Ouais, on a-tu un titre aujourd'hui? On a un titre qui s'appelle Souffler le chaud et le froid. Une petite expression pour vous dire, parce qu'on va parler aussi de chaud et de froid aujourd'hui. Pas des scientifiques, mais je pense quand même qu'on a des trucs assez Ouais. intéressants qui pourraient vous plaire. Ouais. Et ben, juste comme ça, dis-moi donc, mais bah Wiki, cette semaine, on a changé en fait. On n'est plus sur le gin cette semaine. On est allé pour quelque chose de local. Local puis low-key et Low-key, très relax. local. Ouais, ben je crois que c'est des blondes. Double blanche du Double. lac. Celle-là, c'est une double blanche du Voilà. lac. Et moi, je suis allé pour la IPA. IPA. C'est la bière boréale Mhm. qui est faite ici au Québec, que j'adore honnêtement. C'est une bière qui est abordable et qui font des super bons produits honnêtement pour le prix que ça coûte. Moi, j'adore cette série-là un peu plus double blanche IPA, Un petit peu, saison du ouais. lac. Ouais, toutes ces ils te font des petits concepts et tout. Puis Ouais. d'ailleurs, regarde comment elle est belle. séries. Regarde comme elle est Hein? belle. le petit design. Really. Très, très sharp, très, très En bon. tout cas, shoot out. Vous essayerez ça? Je laissais à l'instant. On la tienne. J'allais dire cheers. Hey, je suis vraiment pas un bon co-animateur. Je t'ai même pas fait un cheers. Non, mais on peut plus. Mais à distance. À distance. Cheers. 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 Fait qu'aujourd'hui, on a des... bon, comme d'habitude, l'apéro cigare s'est divisé en 3 volets. Amuse-gueule, apéro/apéritif et le cigare culturel. Ouais. Fait que l'amuse-gueule, on va vous rappeler rapidement, l'amuse-gueule, c'est quelque chose qui nous a marqué cette semaine, qui mérite le détour, une petite dizaine de minutes. Toi, Jeff, cette semaine, quelque chose qui t'a marqué, puis on va se lancer là-dessus. On va gatherer là-dessus. Ouais, ben, cette semaine, ce qui m'a marqué, c'est. Ben, on peut parler de bien des choses, mais les États-Unis, clairement, ne nous ont pas laissé en reste, on peut dire. On va parler plus tard du Perseverance, le fameux robot Ouais, qui est allé sur Mars, ouais. On peut parler aussi de la tempête aux États-Unis où il y a des gens au Texas, quand même, il faut se le dire, qui manquent d'électricité. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, Surtout, vas-y donc. viens, on jazz là-dessus un peu. Vas-y donc. La tempête au Texas, ok? Fou quand même, hein? C'est quand même Là, on assez parle fou. de froid. Là, on est dans vraiment le froid. Oui, c'est des températures qui s'apparentent à celles du Québec, mais là, on parle du pays du pays. On y reviendra peut-être plus tard. Ils veulent devenir un pays, mais de l'État du Texas qui est à Le frontal. Texit, peut-être? On en parle d'un certain Texit, Ah ouais? mais on y reviendra plus tard. Alright. Mais là, le Texas, frontalier au Mexique, là où tout le monde va prendre un petit bain de soleil, ils ont eu des températures qui s'apparentaient à celles du Québec, ce qui a laissé les gens dans le brun, comme on dit, entre guillemets. Oh, ouais, quand T'sais, même. Tu sais, il y a eu des coupures d'électricité qui sont intenses, des gens qui ne pouvaient pas avoir accès à de l'eau potable, qui ne pouvaient même pas se réchauffer. Bon, selon certains médias américains, on dit qu'il y a 70 morts qui y sont reliés. C'est quand même énorme, là. Ouais, meurent de froid, certes, mais aussi meurent à cause d'un incendie ou à cause d'une intoxication au CO2, des trucs comme ça. Bref, 70 morts et d'autres dénombrent 50. On va y aller pour 60, nous, apéro cigare, on est tout le temps dans le... On est dans le compromis. Ouais, mais tu disais que oui, il y a 2 secondes que c'était plutôt... c'est intéressant de voir que c'est le Texas, un État du Sud, qui vit cette affaire-là, mais encore pire que ça, le Texas est en train de vivre une crise énergétique presque sans précédent, alors que le Texas, c'est le poumon économique américain de par ses... Je veux dire, aux États-Unis, c'est le géant pétrolier, c'est le géant solaire et c'est le géant éolien. Puis, il arrive ça. Ça. Bon, je sais pas ce que toi t'en penses. Moi j'ai quelques pistes de réflexion par rapport à ça, mais toi t'en pensais quoi de ça? Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on voit souvent les États-Unis comme étant la grande puissance. Ils veulent être vus comme étant les meilleurs au monde. Les États-Unis, c'est toujours, on est en avant, on est avant-gardiste, on a la Silicon Valley, etc. Et là, il fait, on s'entend, 25 degrés de moins que d'habitude, puis là, c'est la panique. Absolument. C'est comme si
on sort de leur zone de confort. Et là, il y a des gens qui faisaient la file. Je ne sais pas si tu as vu les photos, les vidéos sur les différents réseaux, mais il y a des gens qui faisaient la file dehors avec une couverture pour avoir de l'eau. Non, c'était heartbroken au bout. On parle des États-Unis, la première puissance mondiale, le soft power américain, le rêve américain. Ben oui. Et c'est eux qui vivent ça. Bon, dans les pistes les pistes de réflexion que j'avais, c'est que selon plein d'analyses de cette situation-là, ce serait plus une crise énergétique qu'une crise climatique. Tu sais. De temps en temps, il y a des... j'ai vraiment pas envie d'aborder le volet climatologique de l'histoire. C'est plus un volet... de ce côté-là, je veux dire, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps dans des endroits comme ça. Ça arrive que dans un endroit qui est considéré comme chaud, qui a des températures qui descendent en bas de zéro, puis de la neige. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que le Texas, c'est comme le seul État aux États-Unis qui a décidé d'être indépendant du réseau électrique fédéral. C'est-à-dire que tous les États-Unis ont un réseau électrique qui est commun, qui s'autogère de façon interdépendante entre chaque État. Mais depuis 2004, je crois, le Texas a voulu faire La semaine passée, on parlait de néolibéralisme économique. Ben, c'est exactement ce que le Texas a fait en 2004. C'est qu'ils ont voulu faire en sorte que la business de l'énergie là-bas, que ce soit l'éolienne, l'électricité, tout, ce soit quelque chose de très libéral dans le sens économique du terme. Beaucoup de privatisation, c'est du business, c'est de l'offre et de la demande, puis les prix peuvent être exorbitants. Ça varie. C'est comme le prix de l'essence, tu sais. Mais aussi, le Texas a voulu faire ça de son réseau électrique, qui est géré par une entreprise qui s'appelle ERCO. Puis, fun fact, la personne qui a voulu cette surlibéralisation du système électrique au Texas était la personne qui était en charge dans le cabinet de Trump de toutes les questions énergétiques. Surprise, Tupedore, always on the... Tupedore. Mais c'est ça. C'est impressionnant de voir les impacts de ce que ça fait un système énergétique dans un pays très avancé comme les États-Unis qui crash comme ça puis qui fait en sorte que des gens en meurent. Puis d'autres exemples dans le monde de systèmes d'énergie électrique qui sont indépendants, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec n'est pas connecté au réseau fédéral canadien. Par contre, on va se le dire, Hydro-Québec a une capacité nationale qui est nettement supérieure. Clairement. Et a une force d'intervention qui n'est pas comparable. Contrairement... On offre un service qui est de compétence du gouvernemental. C'est ça, c'est pas privatisé, c'est une entreprise publique. Là, il faut focuser sur le service. Oui, exact. On a des redevances, on veut faire des profits pour avoir des redevances qui sont données au gouvernement pour servir pour le budget, mais ça reste que on n'est pas à couper chacun des angles pour avoir le plus d'argent possible. Et là, ça me fait penser justement un peu ce niveau libéralisme-là. Je ne suis pas nécessairement contre ou pour le néolibéralisme, parce que c'est un système parmi les autres. Ça a des avantages et des inconvénients, mais on peut faire un portrait avec Boeing aussi, qui a voulu couper dans tous les coins ronds pour faire le plus d'argent possible avec le 737 MAX, par exemple, et qui a négligé la sécurité des gens, justement, parce qu'ils ont tellement voulu faire de l'argent que finalement, la priorité sur la sécurité est devenue 3, 4, 5e. C'est un peu la même chose, je trouve, en ce moment avec l'électricité au Texas. C'est-à-dire qu'on veut tellement faire de l'argent et créer de la valeur avec le néolibéralisme et privatiser ces entreprises-là qu'effectivement, quand il arrive un problème, on n'est plus focusé sur le service et ben là, on n'a plus d'électricité. C'est plate. T'sais. C'est vrai que est-ce que ça arrive très souvent, une vague de froid aussi intense aux États-Unis? Dans le sud des États-Unis, je ne sais pas. Je pourrais pas te dire. Mais ça reste que quand même, le système est faillible parce qu'effectivement, il est fragile parce qu'on met tellement l'accent sur l'argent et sur il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit compétitif, il faut qu'on mette de l'argent. Il faut qu'on fasse de l'argent que
on enlève tous les systèmes de sécurité autour. Puis quand il y a une faille, ben... Les filets de ça. sécurité, voilà. Exactement. Par exemple, ici, Hydro-Québec, là, une buzz que j'adore à la Claire Ensemble, un groupe de rap québécois, il disait une chance que Hydro coupe pas en février. Tu sais, juste le fait que justement, ce soit quelque chose qui est géré par le gouvernement provincial, au moins t'as l'assurance qu'en février, là, il fait tellement froid, là, ça te tente pas que, même si t'as pas payé, ben on te le coupe. Puis c'est ce qui est arrivé au Texas. Les gens, là, il y avait, parce que tu viens de le dire, c'est beaucoup de privatisation, c'est plus de 70 fournisseurs indépendants qui fournissent de l'électricité là-bas au Texas. C'est 70 business qui ont beaucoup de clients, il y a beaucoup de cas de figure que c'était des clients qui avaient jusqu'à 16 000 $ en souffrance sur leur facture d'électricité. Fait que ce qui arrivait, c'est qu'on les a coupés en pleine tempête. Hey, ouf! Hey, ça, c'est... Hein? C'est-tu America, ça? C'est tellement America, genre, c'est comme « deal with your shit, man ». Mais c'est ça, en fait, que je trouve les États-Unis, c'est une anarchie complète, les États-Unis. Non, ouais. S'il n'y a aucun filet de sécurité, c'est chacun pour soi. Comme tu dis, néolibéraliste, qui est très inspiré de l'époque Reagan. Hein? Reagan et Thatcher, les années 70, où là, on voulait privatiser. Ça a fait des dommages incroyables en Amérique du Sud, notamment, parce qu'effectivement, puis en plus, là, tu me l'as dit, il y a 70 fournisseurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une guerre des prix. Parce que offre et la demande, chaque fournisseur, ben lui, il offre moins. Moi, je vais offrir moins. Chacun va offrir moins. Puis là, ce qui fait en sorte que le prix va descendre. Mais si le prix descend, qu'est-ce qui arrive? Le service aussi va descendre. Exact. Oui, tu vas payer moins cher pour ton électricité, mais en ce moment, ben, comme tu dis, il coupe. Tu ne payes plus, il coupe. Tu sais, je veux dire. Donc, je pense que ce système-là a des avantages. Probablement que tu payes moins cher ton électricité parce qu'il y a 70 fournisseurs qui se font une compétition, une rivalité. Il y a peut-être même l'innovation aussi parce que je suis en compétition avec les autres, donc je vais amener une technologie nouvelle. Donc, il y a des avantages au niveau néolibéralisme, mais effectivement, il y a des failles aussi, il y a des faiblesses. Et quand il y a une crise comme ça, ben, on est une compagnie privée, on s'excuse, on va essayer de faire les choses de la meilleure façon, mais au final, le système avait cette faille-là, comme tu dis. C'est pas une crise qui est climatique, c'est une crise qui était énergétique structurelle et énergétique à la base. Mais dans ce cas de figure-là seulement, parce qu'il ne faut pas oublier que justement, c'est très, très, très révélateur qu'on n'est pas, malgré tout l'avancement technologique que les pays, par exemple comme le Canada ou les États-Unis ont, on n'est pas à l'abri de certaines failles comme ça, qu'une tempête peut du jour au lendemain mettre à terre un système électrique qui répondait à je ne sais pas combien de millions de personnes qui sont au Texas, là, tu sais. Puis, ça m'amène à parler pour conclure sur ce sujet-là, en lisant un peu sur ça, en fait, sur cette crise-là au Texas, j'en suis venu dans mes lectures à voir quel genre d'événements exceptionnels pourrait mettre à terre tout un système électrique, tu sais. Puis, dans mes recherches, j'en suis venu à trouver... bref, il y a des journalistes qui en parlaient. D'ailleurs, un de mes amis aussi, qui est ingénieur électrique, qui en parle pas mal, il m'en a parlé aussi. Un événement très, très plausible et qui pourrait mettre à terre et nos systèmes électriques et nos systèmes de télécommunications, ce serait une tempête solaire. La dernière tempête solaire d'envergure qu'il y a eu sur la planète, c'était en 1859. Puis en 1859, cette tempête solaire-là qui a eu lieu, d'ailleurs, vous pourrez googler là-dessus, c'est très documenté. Ça avait mis à terre déjà en 1859, tu t'imagines c'était quoi le réseau électrique dans ce temps-là? C'était plutôt... Tu pompes ouais, c'est ça. Mais pas que ça, là, tu sais, dans ce temps-là, il y avait le Morse, le télégramme et cette affaire-là. Ça avait mis à terre tout ça. Puis, il y a eu des études depuis le début des années 2000 à savoir, est-ce qu'une tempête solaire du genre pourrait réarriver, tu sais, du jour au lendemain? Puis, ce qui arrive, c'est que oui. C'est les tempêtes solaires de cette envergure-là qui pourraient mettre à terre tout un système électrique parce que les tempêtes solaires, c'est comme des grosses ondes électromagnétiques, des affaires comme ça. Ils détruisent les condensateurs ou les transformateurs électriques. Puis les transformateurs électriques, là, une fois que ça saute, là, c'est tout ce que tu vois sur les hauts pylônes de Hydro-Québec. Une fois que ça saute, là, c'est les grosses crises de boîte. Ouais, une fois que ça saute, tu peux... C'est très long avant d'en recréer une, je veux dire, de les renouveler, là, de les refaire, d'en reconstruire une puis d'aller l'installer. C'est-à-dire que le système serait à plat, mais complètement, puis pas juste au Québec, là, partout. La tempête solaire, c'est partout autour du monde que les effets se font ressentir. Pas une autre crise, pas un autre COVID. Mais il se peut justement
qu'on vive ça de notre vivant, Jeffrey. Parce que selon mes recherches, c'est que ça arrive, ce genre de tempête solaire arrive une fois aux 150 ans. Puis si tu fais ton calcul, c'est arrivé il y a environ 150 ans. Bon. Fait que selon les chercheurs de l'université, je sais pas quoi, j'ai pas pris en note. C'est une belle université, ça, le je sais pas quoi. Ouais, le je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. C'est ça. Entre 2012 et 2022, on a 12% de chance de revivre une telle tempête solaire. Fait qu'il n'y a pas juste les tempêtes de froid comme au Texas qui peuvent mettre à terre tout un État qui se veut le poumon économique des États-Unis. Il y a d'autres événements du genre. Il n'y a pas que la COVID, il n'y a pas que le froid. Là. Il y a des affaires qui peuvent arriver qu'on n'a aucune idée, comme une tempête solaire. Ce genre de tempête solaire là, arrive là, tu t'appelles chez Belle. Bonjour, bienvenue chez Belle. Man. Non. D'ailleurs, tu parles de services de téléphonie comme ça. Ben, ça doit être relié, j'imagine. Si toute l'électricité tombe à plat, ben, en fait, est-ce que le système téléphonique fonctionne avec les satellites? Je sais pas, en fait. Ben, justement, dans les tempêtes solaires, j'ai vu c'était quoi, par exemple, les différentes conséquences qu'il pouvait y avoir. Là. Ben, oui, réseau électrique, avec tous les transformateurs électriques qui sauteraient, dans le fond, et par effet de domino, les affaires de télécommunication, et aussi les satellites qu'on envoie dans l'espace. Ils pourraient juste tomber. Parce que la tempête solaire, elle englobe toute la planète et aussi tout ce qui est en orbite. Hein. Puis les tempêtes solaires du genre, c'est sérieusement... Bon, je vais te prendre une bonne restez à l'affût. bonne gorgée de Boréal. Là-dessus, on va passer au prochain amuse-gueule. On a différents choix. Je vais te laisser choisir quel autre amuse-gueule on va manger. Là-dessus... Ouais, merci à Mébarek pour cette transition aussi douce que la peau d'un... Je sais pas, la peau d'un... Que la peau zèbre. Ouais. Un zèbre d'une tempête solaire. Ouais. Le doux, en esti. Ça doit être dans le vent pas mal. Hein? Mais je vais parler justement de Danny Turcotte et le wokisme. Ouais. Hein? Ouais. On est apéro cigare, écoutez-le parce que la semaine d'après, vous allez juste avoir des insights. Vous allez savoir ce qui allait se passer. Nous, on prédit la vie. Pour que vous compreniez, mercredi passé, on a tapé un apéro cigare puis on a parlé de cette affaire-là de Danny Turcotte. Oui. Et genre, le lendemain ou le surlendemain, Jeff m'envoie une vidéo. Jeff m'envoie un lien. Ouais. Danny Turcotte et plus à tout le monde en parle. Puis là, Jeff est comme. Je pense qu'il y a une coïncidence. Je pense que Danny a écouté l'épisode de Apéro Cigar. Si jamais quelqu'un qui nous écoute, j'ai d'autres personnes que je pourrais mentionner qui pourraient dans 2 jours ne plus être dans leur poste. D'accord. Fait que Mark Zuckerberg devrait se tenir à carreau. Ouais. Sinon, Apéro Cigar va parler de lui, man, puis c'est fini, Mark. Ben, on en parle tantôt à Facebook. Ça s'en vient. Stay tuned. Je vais prendre ton café à ce soir, là, ça va passer ta main. Mais je vais parler de Danny Turcotte parce qu'effectivement, parenthèse, bon, il est quitté finalement, tout le monde en parle. Ouais. Et là, je voulais te parler du wokisme pour ça. Parce que, moi, tout le monde en parle. C'est quoi la culture du wokisme en 2 points rapides? Le wokisme, en fait, c'est une culture militante qui est apparue dans les années 2010 où, en fait, les gens se disent woke, donc réveillés, donc, en fait, cherchent à militer pour une plus grande justice sociale. Mm-hmm. Bon, ça, à la base, c'est un mouvement qui est parti du mouvement Black Lives Matter. Il y a des gens qui vivent des injustices, la communauté afro-américaine aux États-Unis notamment, mais en fait, avec les réseaux sociaux, ça s'est amplifié. Et là, aujourd'hui, cette culture du wokisme, elle englobe énormément d'autres choses que les gens associent au wokisme, qui n'est plus le wokisme de départ de « je manifeste parce que George Floyd » ou « je manifeste parce que je sens une profonde injustice ». Maintenant, c'est... Le militantisme se transporte sur les réseaux sociaux et là, les causes deviennent beaucoup plus diverses. Mm-hmm. Et justement, c'est là où je vais parler de Danny Turcotte. Parce que Danny Turcotte, dit « je quitte, tout le monde en parle parce qu'il fait de mauvaises blagues ». On se rappelle sur Mamadi Camara. Bon, c'était pas la première fois. Bref, quitte, tout le monde en parle. Moi, je trouvais que son départ a été très bien fait. Je dois lui donner mon chapeau parce que il a dit, tu sais, je me suis pas adapté au live, au direct. Je m'en vais. J'ai du respect pour... Monsieur Camara, j'avais pas de mauvaises intentions, c'était seulement une blague, je voulais détendre l'atmosphère. Je trouve qu'il a bien fait les choses. Et là, pour le plaisir, Jeff Fillion, que je suis pas un grand fan, on va se dire, je suis pas un grand fan de Jeff Même Fillion. Si vous partagez le prénom, c'est pas le même prénom parce que j'ai le ré à la fin. Ouais, okay? C'est ça. J'ai le plus. Mais Jeff Fillion, à la blague, dit...
Bon, ben, Guy Lepage, je suis le prochain fou du roi sur un tweet en blague en disant, tu sais, moi, j'aurais l'étoffe pour être fou du roi à la blague. Et Guy Lepage lui a répondu, c'est gentil, mais non merci. Et bien honnêtement, tu serais médiocre. Quand même. Il a dit littéralement ça en tweet. C'était... ouais, ça y allait. Ça y allait. Et là, il y a des gens... Ça a parti. Le débat est parti littéralement sur les réseaux. Des gens qui sont... Ah, mais tu sais... je suis pour Jeff Fillion, je suis contre Jeff Fillion. Puis là... C'est un peu pour moi ça le wokisme aujourd'hui. Et c'est ça que les gens parlent en fait. C'est pas le militantisme. Tout le monde veut éliminer le racisme. Je pense, en tout cas j'espère, on veut tout éliminer cette notion de racisme. Mais justement ce wokisme-là aujourd'hui, en fait, c'est une définition que je trouve qui n'est pas actuelle de ce qu'est le wokisme, c'est-à-dire une réactivité énorme sur les réseaux sociaux. Et je trouve souvent effectivement, il y a un danger de dérive. Il y a un danger de dérive. Ben oui, c'est des pentes glissantes à chaque fois. Oui, c'est ça. Puis moi, je suis inquiet pour ce danger de dérive-là. L'affaire qui arrive là avec Même si Jeff Fillion serait probablement médiocre à... Ouais. D'ailleurs, je salue Amy Love qui nous écoute peut-être, où on a parlé justement de ça. Puis j'étais comme, ouais, mais ça ferait un bon show. Tu sais, Jeff Fillion, tout le monde en parle. Tu sais, c'est... En même temps, après 2 semaines, je suis comme bon. Non, je serais plus capable. Non, ce gars-là, je l'aime vraiment pas. Mais ça me dérangerait pas d'avoir. Non, je veux dire, je réitère mes propos. Fais attention. Non, pas je réitère. $5 Tiens, on se rappelle. Mais ouais, pour ce qui est du wokisme, j'ai écouté justement des vidéos puis j'ai lu un peu pour essayer de comprendre d'où venait tout ça. Puis ce que j'en comprends là, c'est que c'est vraiment une culture de la réaction plus que de la proaction. D'ailleurs, l'année passée, quand vous écrivez culture, woke culture ou des trucs comme ça sur YouTube, vous allez tomber directement sur un speech de Barack Obama en 2019 à la fondation Barack Obama où est-ce qu'il parlait de la woke culture. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis je pensais qu'il allait comme en faire l'apologie, tu vois. Je pensais qu'il allait comme dire être woke, c'est vraiment cool, être conscient. Alors que non, lui, il a comme vraiment analysé un peu c'était quoi le wokisme. Puis il était comme, ça là, c'est que de la réaction et aucune proaction. C'est pas ça le militantisme. Le militantisme là, c'est pas la cancel culture. C'est pas la culture de l'abattage public, comme on parlait l'année passée avec Mike Ward, avec toute cette histoire, avec l'histoire de Jérémy Gabriel, qui pourrait être victime de la cancel culture. Puis, par exemple, Harvey Weinstein a été victime de la cancel culture. Pas victime, je veux dire, il était... Lui, il méritait d'être cancelled. Mais je veux dire, la cancel culture englobe tout ce mouvement-là. C'est comme... fit pas dans le framing dont on parlait la semaine passée, le framing social, le cadre auquel il ne faut pas sortir. Ça me fait penser à cette chasse aux sorcières. Exact. Aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment un peu devenu une chasse aux sorcières sur les réseaux. Et il n'y a pas que du négatif, parce qu'effectivement... Mais non, certainement pas. C'est le wokisme à la base, comme je dis, c'est un mouvement militant contre des injustices qui étaient réelles. Il y avait vraiment des injustices, puis encore aujourd'hui, il y en a. On peut parler de racisme systémique, les gens vont être d'accord ou pas d'accord avec le terme, peu importe. Il y a du racisme encore aujourd'hui, puis il y a un enjeu réel. Mais, comme je t'ai dit, le wokisme aujourd'hui, ça englobe cette réactivité dont tu parles sur les réseaux sociaux, tu sais. Exact, puis en parlant de réaction et proaction, et la nuance à faire entre les deux, que Barack Obama, il disait ça dans le speech dont je vous parle, là. Googlez vraiment le woke culture Barack Obama, vous allez tomber direct sur ce discours-là. Puis la nuance entre tu sais, il disait ça justement, call out someone is not activism. Je veux dire, ok, t'as highlight un problème, t'as mis de l'avant un problème, tu en parles. Mais c'est pas ça du militantisme. Du militantisme, c'est pas partager une nouvelle sur ton Facebook. Le militantisme, c'est pas ça. Puis, comme par hasard, cette session-ci, dans la maîtrise, je suis un cours qui s'appelle « Savoir rallier et mobiliser ». Puis, en fait, ça t'explique un peu c'est quoi les bases de... Par exemple, t'as une cause militante.
on t'apprend à faire un plan d'intervention, à savoir qui mobiliser, quand mobiliser, par quels moyens, cette affaire-là. Puis ça, je me suis rendu compte que ça, c'était du militantisme, s'embarquer dans cet engrenage-là, parce que, justement, il y a un concept qu'on voit dans notre cours, c'est comme les gens qui signent des pétitions, c'est bien beau, là, 3 millions de personnes qui ont signé pour ta pétition, mais qui sont, quelle proportion vont se présenter à ta marche, par exemple, si tu fais une marche, ou si tu fais un sit-in, ou un bed-in, ou whatever, tu sais. Je veux dire, un bon point que tu apportes. C'est un bon point. Les gens sont beaucoup dans la réaction parce que c'est bien vu de réagir de cette façon-là pour cette cause-là, mais il y a très peu de gens qui sont dans la proaction. Puis je suis pas en train de faire un jugement là ou whatever. Moi-même, il m'arrive de juste partager une nouvelle sans nécessairement me mobiliser pour, alors que je laisse croire que je me mobilise pour cette cause-là. Fait que c'est ça, la woke culture. Ouais. Puis il y a un autre phénomène aussi, c'est-à-dire que au niveau de la communication, aujourd'hui, les réseaux sociaux amènent quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les années 60, ou peu importe, jusqu'à la révolution des technologies de communication, les technologies de communication, avant, tu avais un message. Tu avais une direction au message. Tu avais un journaliste ou quelqu'un à la télé, un radio, lance un message. Ce message-là est publié. Moi, je reçois, je suis destinataire du message, je le lis, je l'écoute, j'en pense quelque chose, ça finit là. Point. Aujourd'hui, le message va dans les deux directions, puis ça, c'est une révolution énorme, tu sais. Toi, tu publies quelque chose, moi, je te réponds par commentaire. C'est énorme. Tu sais, là, je réagis au message. Tu l'as vraiment bien dit au niveau, je pense, de la réaction, tu sais. Puis c'est souvent très instantané, tu sais. Je lis quelque chose, je vais pas, je vais dormir là-dessus, puis demain, je vais y repenser. C'est exactement ça. Je réponds en moins de 4 secondes. C'est très symptomatique de ce qu'on a souvent parlé à Apéro Cigare, tu sais. La culture de l'instantané, là, tu sais. Oui. On est dans la culture de l'instantané, on veut toujours un internet de plus en plus rapide, une réaction de plus en plus rapide, le drive-thru, tout est connecté. Tout est connecté pour que ce soit rapide, pour que tout soit là. Fait que mon militantisme, là, il va pas s'inscrire dans un cadre à long terme, là, tu sais, que moi, c'est ma cause de ma vie que je vais porter, tu sais, pendant des années. Puis là, je suis pas en train de faire une généralisation. Je dis juste, la plupart des gens qui réagissent sur les réseaux sociaux, ils s'inscrivent dans ce carcan-là, je trouve. Ah ouais, tout à fait. Puis c'est vraiment ça, en fait. Je pense que le wokisme, aujourd'hui, c'est pas... Ce qu'était le wokisme à la base et l'idée de dire d'être plus inclusif, de combattre ces biais-là de racisme systémique, justement, ou peu importe comment vous l'appelez, mais de dire... Tu sais, quand je regarde une personne à la rue puis j'ai des jugements préconçus, je comprends cette idée-là de wokisme. Puis moi, c'est comme ça que je le voyais à la base, le wokisme. Mais aujourd'hui, on associe le wokisme avec toutes les formes de réactivité possibles, ce qui n'est pas le cas. Tu sais, si moi, je réagis sur les réseaux en disant... Puis il y avait un exemple que je t'avais montré tantôt. Il y avait une caricature de quelqu'un qui montre le rover Perseverance, le robot dont on parle justement après, et... qui est sur Mars et qui là fait semblant de creuser et là on recherche de la vie. On recherche de la vie, puis en dessous il y a comme une famille d'aliens qui représente une famille et que la mère avec son rouleau puis sa jaquette et le monsieur qui lit son journal, très caricature, très années 60, très un peu tu sais, cette vieille pensée-là, vieille mentalité, et là une personne qui répond je suis navré, c'était vraiment un manque et alors que l'auteur répond, c'était justement en fait un second degré de montrer que la vie sur Mars, c'était probablement pas s'évoluer parce qu'évoluer, on montre des mentalités qui étaient vieilles avec une caricature parce que c'est de la satire, c'est de l'ironie. Donc, il y avait plusieurs niveaux à cette image-là, tu sais. Alors que que le commentaire wokiste que tu m'as montré, c'était clairement écrit sur le fly, là, tu sais. C'est ça. C'est ce que je ressens maintenant, puis c'est ce que je vais écrire maintenant, tu sais. C'est très réactionnant, t'as raison. Exactement, puis c'est très très peu dans le... Tu sais, c'est zéro analysé, là. Puis d'ailleurs, j'ai écouté un podcast de Joe Rogan, des Joe Rogan Experience, qui est le podcast le plus écouté au monde. Joe Rogan, c'est... Puis il parlait justement de la woke culture aussi, puis il disait que... Pour lui, c'était très symptomatique d'une société une société de la plainte. Ouais, on est de plus en plus une société qui est basée sur la plainte. D'ailleurs, petite parenthèse,
au Québec, toutes les descentes de police pour les rassemblements de 20 personnes, 30 personnes illégales, ces affaires-là, c'était souvent parce que c'est pas la police qui faisait une run puis ils voyaient bien des voitures, là, c'était le voisin qui appelait puis qui était sur la plainte. Et même ici, je veux dire, tu peux avoir une plainte de ton voisin, puis une société de la plainte, une société de se plaindre plus que d'agir contre ce que tu te plains. C'est ultra paradoxal tout ça, tu sais. Je sais pas, man. Mon idée n'est pas complètement faite là-dessus parce que il y a plein d'affaires qui me popent en tête. Est-ce que c'est juste si tu vas fondamentalement à la base de ce sujet-là, c'est-tu juste parce que c'est une société de je veux paraître bien. Je veux paraître le gars qui est conscient des affaires alors qu'il n'a fait aucune recherche, tu sais. Il y a peut-être ça aussi. Il y a beaucoup d'éléments, mais en tout cas, bref, si jamais ça vous tente, nous, on aime ça, les réactions, mais neutres. C'est-à-dire, on veut votre opinion, mais on veut pas de bêtises. C'est plate de même. On veut l'argent du beurre et le beurre. C'est comme ça qu'on est. C'est tout. Fait que, écrivez-nous. Honnêtement, ça nous fait plaisir, soit en direct, justement, en ce moment, ou n'importe quelle vidéo qu'on met, ou publication qu'on met. Répondez. Nous, on réagit, mais quand même, dans le positif toujours. Et sur ce, c'est la fin de cette Amuse-gueule. On s'en va-tu vers l'apéritif et l'apéro? L'apéro, parce que je commence à avoir faim, justement. Là. C'est même, juste un petit... Hey, avant de parler de notre premier sujet d'apéro, je te parlais justement tantôt du robot Persévérance. Ouais! Qui, t'as probablement vu des photos cette semaine. Ça magnifique. Magnifique. Wow, hein? Magnifique. Hey, je me sentais dans le désert de... Toi aussi, t'es allé au Pérou? Oui. Mais je pense pas que j'ai été dans le désert de Ouacachita. Ben oui, le désert de Paracas, là, où est-ce que t'as comme un oasis, puis il y a du Dumbogi. Lui, où on a fait du 4 roues. Ben oui, tu m'as envoyé des photos de 4 roues, j'allais faire du 4 roues. Ben oui, je m'en rappelle. Ça ressemblait à ça. C'était magnifique. Des formes. T'as probablement fait des formes qui vont être des donuts reconnaissables de Mars. Bon, ça c'est le Québécois dans un désert paracassien au voilà. Pérou. Mais bon, on s'en. Mais oui, les images du rover Persévérance étaient magnifiques. Là. Tu sais, il était posté sur la page de la NASA ou whatever, puis tu pouvais comme faire le 360. C'était magnifique. C'est tellement des trucs qui me flabbergastent. L'espace puis le ailleurs, mais pas le ailleurs comme un autre pays là. C'est ailleurs, là, tu sais. C'est pas genre je m'en vais à Joliette. Non. Parlant de Joliette, la personne qui contrôle ce robot-là, robot, oui? elle est pas en train de faire mon joystick, elle a pas sa manette comme au secondaire 3. Non. Quand même. D'ailleurs, elle a cette personne qui conduit, puis qui envoie les commandes au rover Persévérance a fait son secondaire 3 à Joliette. Non. T'as-tu fait exprès de faire cette petite... Je savais. C'est une personne de Joliette, effectivement. C'est une femme qui s'appelle Farah Alibé. J'espère que le Farah Alibé. Ça dépend comment tu... Ben, là, elle est en Californie, à Cap Canaveral, whatever. Là-bas, c'est Farah Alibé. Cap Canaveral, c'est pas en Floride? Non, pas Cap Canaveral. En tout cas, elle est à Cap Canaveral, j'imagine. Je suis pas trop sûr. J'ai pas envie d'avancer là-dessus. Ah ouais? Comme je suis pas sûr. Moi, je mets 5 piastres. Let's go. En tout cas, bref, le rover, lui, a été lancé de Cap Canaveral au mois de mars 2020, si je me rappelle. Ouais, février ou mars 2020, ouais. Février. Non, il a été lancé juillet 2020, puis ça a pris 7 mois à arriver. Voilà, 7 mois. Quand même, c'est pas comme aller en Gaspésie, mettons. Non, pas du tout. C'est un petit peu plus long. Ouais. Et, fun fact. Ça prend combien de jours une année martienne? Parce que Mars est plus gros que la planète. Ouais, c'est plus gros. Je suis pas un astrologue, mais Mars est plus gros que la planète Terre. Ouais. Donc, en fait, le robot Persévérance est là pour une année martienne. C'est ça. Donc, qui est de 687 jours. Wow, t'es fort. 687 jours, c'est une année martienne. Puis, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'il y a une journée... Donc, si une année martienne n'égale pas à une année terrienne, c'est-à-dire qu'une journée martienne n'égale pas une journée terrienne. Donc, Farah Alibé, qui était justement invitée sur les plateaux de télévision cette semaine, elle disait que sa mission, elle va durer une année martienne. Puis, elle va travailler sur les heures de Mars. C'est absolument... Tu sais, quand tu dis... Tu sais, mettons, c'est ton profil Facebook, LinkedIn, là. Ouais. Tu sais, tu dis, puis elle
je suis sur les... Tu sais, mettons, t'as heure du Pacifique. Ouais. Non, elle, sur un c'est fuseau horaire. heure de Mars. Ah ouais, c'est pas un fuseau horaire, elle, c'est un fuseau spatial. Hein. Tu sais, à quel point c'est cool, pareil. Non, là. c'est cool. Ah ouais, C'est ben, cool. je travaille comme ingénieuse en chef de... Ingénieur, je pense qu'on dit. Non, ben on a Ingénieuse. le nouveau dictionnaire accepte pas les termes féminins. Je suis désolé. Ou ingénieur. En tout cas, bref, je travaille pour la NASA, je contrôle le robot sur Mars. Tu entends que ta job, quand tu te lèves le matin, tu te dis, tu sais, Ouais. c'est pas banal. C'est pas Ouais. banal. Non, tu sais. c'est vraiment pas banal. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette semaine, par exemple, elle disait ça, elle travaille de jour, mais la semaine prochaine, elle travaille de nuit. Parce que, par exemple, une journée, c'est 24 heures ici, mais là-bas, c'est 24 heures et 40 quelques minutes. Fait que t'as toujours un genre de Wow. retard qui s'accumule pour en faire une journée, puis là, t'es rendu à la nuit. Puis... C'est intéressant. Sérieusement, là, elle m'a. Absolument. Allez Elle- voir ça. Allez voir Farah ça. Alibé qui parle de ça m'a donné envie Tout de. le monde en parle, TLMP, puis Danny Turcotte fera pas une mauvaise joke sur Non. est-ce que tu te lèves le soir? Mais là, tu vas-tu manger, Peux-tu manger? Non, Farah Alibé, ça vient pas d'un pays d'ailleurs. Tu sais, genre, en tout cas. Non, peut-être qu'il serait pas allé là. On exagère. Non, il serait on pas allé exagère. Mais on envoie nos salutations à Danny Turcotte. Rien de personnel. Jamais. Mais effectivement, moi j'avais une question pour toi. Vas-y. Would you rather? Hein? Qu'est-ce qui dure le plus longtemps, selon toi? Une année covidienne ou une année martienne? Sacre. Oh! Elle était longue l'année passée. Ouais, hein. hein? Elle est encore longue, en fait. J'y repense, hein, à la. Tu sais, du 13 mars ou le vendredi ou samedi, tu sais, on dit que la pandémie a commencé, mais on sait clairement que le premier cas de COVID n'est pas apparu le 13 mars. Non. Tu sais. Bref, des fois, je repense juste au mars, avril, mai. Là. Hey, c'était spécial. C'était long. Non, c'était spécial. C'était long. C'était spécial. Ouais. Hey, parlant de spécial, on va parler justement, c'était ma petite introduction avec le rover Persévérance pour parler de nationalisme. Ouais. Parce que, comme je te disais tantôt, hors honte, c'est quand même symptomatique. Le rover Persévérance, bon, on en parle énormément, mais c'est pas le seul élément qui fait les manchettes au niveau spatial cette année parce que il y a la Chine qui a lancé le satellite Chang'e qui prévoit de faire l'orbite de Mars. Ah ouais, ok. Cette C'est année. c'est sur Mars. Moi, j'avais pas compris que c'était sur Mars, Ouais, ça. qui voulait être en orbite autour de Mars. Ah, wow. Chang'e. Et il y a aussi les Émirats Arabes Unis qui vont maintenant lancer Ah ouais. un satellite dans l'espace. UAE. Oui, c'est vrai, cet été, j'étais sur YouTube puis j'ai vu un lancement des Émirats Arabes Unis. Tu as l'Inde également qui cherche à travailler sur son programme spatial. La Russie également, avec les fusées Soyouz, effectivement. Évidemment. Donc, ça me fait penser un peu à... Je pense qu'on est en train d'assister à une course de l'espace 2.0 et ça fait un peu un parallèle aussi avec cette course au vaccin aussi. Oui. Parce que, clairement, on est dans un retour au nationalisme en ce moment et la pandémie a juste accéléré cette évolution, dynamique-là. cette dynamique-là. Ouais. Donc, je vais t'entendre par rapport à ça parce que qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Parce qu'effectivement, là, bon, on peut parler la semaine passée du Trumpisme, à quel point Biden arrive, est-ce que ça va changer? Déjà, les dynamiques, Biden avait un rendez-vous, avait une rencontre avec Trudeau, justement. Ouais, Donc, en live, je l'ai écouté hier. Ouais. il va avoir un changement de paradigme quand même. Biden va faire les choses de façon beaucoup plus diplomatique. C'est un diplôme de carrière. Mais quand même, le nationalisme n'est pas mort et je trouve que c'est un retour au chacun pour soi. Moi, c'est le même comme je le vois. Ben, ça l'a exacerbé, là, le COVID, ça. Là. Tu le vois, là, que tout le monde est retombé dans cette logique de réalisme politique. C'est-à-dire, ma sécurité, mes intérêts avant ceux des autres. Et après, si on peut merge, ouais, ok, on laisse la porte ouverte au merge. Ouais. Mais premièrement, moi. C'était déjà le cas avant, par contre. C'était déjà le cas avant. Oh, oui. Mais ça l'a juste exacerbé le fait que les exportations, les importations, c'était un peu plus compliqué en temps de COVID. Toute cette question d'aller chercher des trucs en Chine et les ramener ici, est-ce que ça va... Je sais pas si t'en souviens, justement, je parlais du mois de mars à mai l'année passée. On se disait, hey, on commande-tu des affaires de Wish ou ces affaires-là? Mais quand tu commandes du Wish, tu peux avoir une molécule de... Hey! En tout cas, moi, je n'ai pas commandé sur Wish. Non, mais tu sais... Je l'ai... Tu comprends, juste qu'on se pose la question, c'est très, très révélateur de comment ça a pu transformer toute la game des imports-exports dans ce temps-là. Puis justement,
Mais à la base, c'est ça, en fait, le nationalisme. Moi, je pense qu'il a commencé... J'aime pas dire repli sur soi, là, parce Un peu. Mais oui. Un peu. Un peu. Un peu, je veux dire. Certain, là. Il y a un protectionnisme aussi qui vient avec. Ouais, tu avec, sais, puis je pense que le nationalisme a décollé énormément à cause de cette nouvelle forme de globalisation et ces changements rapides au niveau de la société. Ouais. Tu sais, quand tu regardes la globalisation, tu sais, il y a énormément de secteurs qui ont été affectés. Ouais. Où, par exemple, là, on produit en Chine, on produit au Vietnam, on produit un peu partout. Décentralisé partout. On décentralise. Ouais. Et ce que ça a fait, cette ouverture-là des marchés après la guerre froide, cette période aussi d'accalmie au niveau militaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grands conflits depuis la fin de la guerre froide notamment, ça a créé, je pense, une compétition davantage au niveau international. En ce moment, il y a énormément de pays qui deviennent des puissances qui sont révolutionnaires. On pense à la Chine, on pense au Brésil, à la les Russie. pays du BRIC qu'on appelle, là, Brésil, Notamment. Russie, Inde, Chine, et dans certaine mesure, l'Afrique du Sud, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis ces pays-là, c'est des pays, effectivement, avec une population qui est très, très jeune. C'est des pays qui ont une croissance économique avec une classe moyenne qui commence de plus en plus à se solidifier. Donc, je pense qu'il y a une peur, en fait. En ce moment, ce nationalisme-là, en fait, c'est une réponse à un conflit qui est stratégique. J'ai fait un travail justement sur le conflit américain et sino-américain entre la Chine et les États-Unis. Vas-y. Et où je disais, est-ce que c'est un conflit qui est idéologique ou c'est un conflit qui est stratégique? Purement stratégique d'après Et moi, je pense que c'est un conflit qui est pratiquement purement stratégique. C'est-à-dire Clairement. qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est en compétition les uns contre les autres. Et justement, on voit l'arrivée de ces puissances-là, ça nous fait peur. Tu sais, ça nous fait peur de dire, ben là, la Chine, tout ce qu'on achète, ça vient de là. Ben, demain matin, là, ils commencent à faire des téléphones, ils commencent à faire des trains, ils commencent à monter l'échelle de la chaîne de valeur, produire des choses de qualité. Ils ont des ingénieurs, ils ont même des patents, tu sais, je veux dire, des brevets. Ils font pas juste des trucs pas chers. Tu sais, la Chine se développe littéralement. Et là, tu te dis, ben, 1,4 milliard de personnes. Si ces gens-là, du jour au lendemain, ils commencent à le faire. Ils exportent leur modèle, tu sais, ce modèle autoritaire, politique, avec une forte mise en action sur le développement industriel. Industriel, économique, clairement. Et ça fait peur. D'où son énorme mainmise maintenant sur l'Afrique, la Chine. Là. C'est depuis les 20 dernières années, la Chine est l'acteur principal en Afrique. Que ce soit dans l'Est, au Nord, au Sud, à l'Ouest, c'est l'Afrique. La Chine, plutôt. Les pays africains, il y en a beaucoup, même que la deuxième langue qui s'apprend dans les écoles, c'est le mandarin. C'est le mandarin maintenant, oui. Puis il y a des instituts... Les instituts Confucius, ce qu'on appelle, ça, c'est des instituts que la Chine ouvre un peu partout dans le monde pour comme... C'est un peu leur soft power, là, comme c'est là que tu viens apprendre un peu, bon, le cantonais, le mandarin, toutes les langues, tous les dialectes qui sont parlés en... Bon, je n'ai pas envie de dire dialecte, mais les langues qui sont parlées en Chine. Et aussi, tu peux apprendre des arts martiaux, des trucs comme ça. Mais ça hey, excusez-moi, c'est rare que ça arrive. Ah, t'as des fans qui t'appellent. Ah, j'ai des fans qui... Ah, ouais, qui t'appellent, des fans. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que des instituts Confucius comme ça, ils en ont ouvert un peu partout en Afrique. Ouais. Donc, oui, la Chine, par contre, n'a pas le soft power américain. Non, pas encore. Elle n'exporte pas culturellement énormément de choses, mais comme tu dis, elle commence à le faire. Pas encore. Mais je veux dire, c'est juste révélateur de, OK, ils sont là économiquement, et en plus, ils veulent s'embarquer dans cette game-là culturelle aussi. Là. Ils veulent être reconnus aujourd'hui comme étant un incontournable dans le jeu mondial. Exact. Est-ce qu'ils veulent faire le même modèle que les États-Unis ou exporter ce soft power au même niveau? Je pense pas. Non. Je pense que la Chine joue dans un autre modèle où elle ne va pas nécessairement se mêler des affaires externes des pays. Mm-hmm. D'ailleurs, au niveau militaire, ils ont quand même une force très, très grande au niveau international. Et de plus en plus. à part une base à Djibouti, ils ne vont pas s'impliquer vraiment dans les conflits. Mais c'est justement leur... Mais tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est des conflits stratégiques ou idéologiques entre les États-Unis et la Chine? Le fait que la Chine, sa seule base extérieure soit à Djibouti, ça démontre tout son jeu stratégique. Tous les pays ont une base à Djibouti. Oui. Moi-même, je pense Oui, non, l'Italie a une base à Djibouti, les États-Unis, l'Angleterre, la France, mais la Chine n'a aucune autre base extérieure qu'à Djibouti. Oui. C'est-à-dire que tu vois que les moves qu'elle fait, elle n'en fait pas 1 million des moves, là, comme les États-Unis, c'est la puissance militaire au monde qui a le plus qui est le plus déployée autour du globe.
Tu vois que la Chine, comment ce qu'elle fait, c'est OK, moi je veux juste jouer stratégique. Je veux pas jouer dans le nombre, mais je veux jouer stratégique. Ben, parce que le Djibouti aussi, il faut penser qu'au niveau économique, la Chine, c'est-à-dire que la Chine, comment elle voit les choses, les États-Unis ont la doctrine Monroe, c'est-à-dire Ouais. l'Amérique, c'est à moi. Ouais. Moi je suis l'acteur principal. La Chine, c'est plus, on va faire des affaires, mais je vais dicter la façon dont les affaires sont faites, Ouais. avec mes propres termes. Puis d'ailleurs, quand tu regardes les grandes découvertes, la colonisation avec Christophe Colomb, la Chine, ça c'est 1492, Christophe Colomb. La Chine, début du 15e siècle, avait envoyé une flotte de 28 000 personnes en Afrique. C'était pas on veut faire des colonies, c'était on veut que vous nous louez allégeance. Donc c'était vraiment un truc de on veut dicter les termes, mais c'est vraiment comme travailler commerce, un versus un au niveau du commerce. La Chine veut assurer sa sécurité économique. Exact. C'est ça leur objectif. C'est exactement ce qu'elle a mis en œuvre en Afrique. Là. Oui. Juste, moi je suis algérien, donc je connais beaucoup le cas algérien, mais en Algérie, la Chine take over. Là, Ah oui, clairement. take over complètement, là, que ce soit sur les chantiers routiers qui ont fait l'autoroute Est-Ouest, qui est l'autoroute qui traverse toute l'Algérie. Donc, d'habitude, ce genre de travaux-là, c'est comme une bombe économique pour un pays, puis c'est ce qui fait en sorte qu'un pays va se développer et tout. Mais non, la Chine est arrivée avec ses travailleurs, ses plans, ses matériaux. Ils ont fait l'autoroute, ils sont partis. D'ailleurs, il y a un de mes profs de politique, Cavatorta, que tu dois beaucoup apprécier. D'ailleurs, qu'on le salue s'il nous écoute. C'est clair qu'il nous écoute. 2 millions de fans. C'est clair. Mais comme tout le monde en parle, puis on a 2, 3 auditeurs de Ouais, faut pas oublier qu'on a poussé Danny Turcotte à partir. Ah ouais, c'est un peu de notre faute par contre. Je m'en veux un peu. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Cavatorta? Il disait, tu sais, les Chinois ont fait une route absolument incroyable en Algérie, mais il n'y a personne qui a les moyens pour se payer la voiture pour rouler sa route. Ah, c'est ça. Tu sais, parce effectivement, ils arrivent avec leurs travailleurs, leur expertise, leurs ingénieurs, font la route en échange c'est un service de clé en main. concessions. Oui, bien sûr. Et repartent après, puis... Parce qu'ils ont le leverage, tu sais, justement, ce mouvement de balancier-là, ils ont les capitaux. La Chine a énormément de capitaux parce que ce gouvernement autoritaire-là, central, centralise aussi les capitaux. Donc, il y a de l'argent disponible. D'ailleurs, la croissance économique chinoise en ce moment est énormément stimulée par les interventions du gouvernement, tu sais, qui sur le real estate, sur la construction de l'immobilier, sur l'injection d'argent de capitaux. Je pense qu'à Vancouver, les plus grands immeubles appartiennent aux Chinois. Ah oui. Puis il paraît qu'en Beauce, c'est les dépanneurs. Mais. Stéréotype. Ah, stéréotype. Mais bon. Mais là, c'est une petite blague. C'est non, une caricature. Non, c'est des businessmen. C'est des businessmen caricature. aguerris. Non, les gens originaires de Chine sont des businessmen aguerris. Mais, bref, je pense que justement, économiquement, cette compétition mondiale, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait. On est dans un monde globalisé, mondialisé, on est en compétition les uns avec les autres. Puis, les gens voient. Tu sais, avant, on était comme l'Europe, l'Occident domine. Tu sais, on est au-dessus de tout. Maintenant, le reste du monde rattrape cet écart-là. Ouais. Et ça fait peur, tu sais. Et là, on vous dit, ben là, la meilleure manière de protéger ce statu quo-là, de demeurer au sommet, c'est de se replier sur soi-même. C'est comme tu l'as dit, il y a eu un repli. Même avant la COVID, tu sais, on voyait justement ce nationalisme qui revient. Comme je te dis, Donald Trump, il dit « I will bring jobs back ». Tu sais, je veux ramener du travail. Puis, bon, on peut parler en Italie avec Salvini ou en France avec Le Pen, qui est... C'est un thème de l'immigration, par exemple. C'est un thème de... on veut créer plus d'emplois. Donc, c'est un thème où l'ouverture aujourd'hui, l'ouverture des marchés, pour certains, est synonyme de perte de contrôle et de perte de compétitivité face à ces puissances émergentes-là comme la Chine, la Russie et le Brésil. Puis, tu sais, tout à l'heure, on parlait de nationalisme. Tout à l'heure, justement, je suis parti sur je recherchais plein d'affaires à propos du nationalisme. Puis là, le nationalisme vaccinal, par exemple, j'ai trouvé beaucoup d'incohérences au fait d'appliquer ces règles-là au nationalisme vaccinal. C'est comme le fait que chaque nation, comme on voit en ce moment, chaque pays va acheter ses doses puis il va les gérer comme il veut. Comment ce que j'ai pu en comprendre, c'est que certains spécialistes de la question disent c'est incohérent. C'est incohérent. OK.
Canada est tout vacciné, les États-Unis est tout vacciné, mais les autres pays le sont pas. Ça avance en quoi la pandémie? Ça l'étire dans le temps, là, tu sais. Mais d'ailleurs, j'ai une petite fun fact pour toi. Vas-y, je t'écoute. Savais-tu que 10 pays parmi sur toute la planète, il y a 10 pays qui ont injecté jusqu'à présent plus ou moins 75% des doses de vaccins. Qui ont été produites. Que toutes les doses de vaccins ont été injectées sur Ok. des vaccins qui ont été utilisés. C'est dans 10 pays. 10 pays contrôlent le 3/4. Genre États-Unis. Ça te rappelle pas, c'est pas un déjà-vu, je trouve? Ben oui, clairement. Tu sais, les Clairement. inégalités mondiales Clairement. économiques, c'est Clairement. flagrant, tu sais. Clairement. Les États-Unis, en ce moment, c'est des campagnes massives de vaccination. Puis, je pense qu'en ce moment, au Nigeria, on a réussi à avoir comme 14 000... c'est le COVAX, le fonds de l'OMS pour aider les pays en développement et les pays qu'on pourrait dire qui n'ont pas les moyens De se payer, permettre. d'embarquer dans la game de je donne de l'argent pour des Ils vaccins. reçoivent des peanuts, tu sais. Ouais. Alors que si on aurait collaboré ensemble, les 194 pays, pour trouver une solution, peut-être que ça aurait C'est peut-être ça. pris comme 6 mois de moins. C'est tu ça, sais. ben c'est justement ce que, ce que j'ai lu tout à l'heure. Les spécialistes te disent que s'il y aurait eu une entité mondiale qui aurait géré toutes les doses que Pfizer aurait faites, que Moderna aurait faites, ces affaires-là, s'il y aurait eu une seule entité qui aurait géré ça, on aurait fait ça plus équitablement, proportionnellement au nombre de personnes, au nombre de vieux dans les pays, puis on aurait pu endiguer tout ce contexte pandémique-là plus rapidement. Parce que comme je disais tout à l'heure, ok, la France, puis France, Canada, États-Unis sont tous vaccinés, mais tous les autres pays le sont pas. Ça laisse place à différents variants qui vont se propager, des interdictions de voyager qui vont être encore plus longues, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de flux nord-sud, sud-nord, ces affaires-là. Fait que c'est ça, Ah ouais. Puis justement, pour ramener ça plus au niveau provincial, sans trop parler du gouvernement provincial, il y a eu une proposition du Parti de Québec solidaire qui, depuis 2 minutes, ils disent ça. Ils disent, nous, au Québec, on devrait avoir Pharma-Québec qui rentrerait dans cette industrie-là de la pharmacologie qui nous assurerait certains stocks, que ce soit en vaccins ou en médicaments, ces trucs-là. D'ailleurs, le gouvernement s'est positionné pour, mais de façon plus réaliste, des affaires comme ça, qui est très révélateur de ce nationalisme-là dont on parlait tout à l'heure, là, tu sais. Parce que oui, les pays se retournent un peu vers leurs propres ressources, mais par exemple, on voit ici, le provincial aussi va vouloir essayer de... Tu sais, je sais pas si tu comprends. Ouais. Le nationalisme à plusieurs niveaux, à plusieurs strates, ça. Oui. Totalement. En tout cas, ce serait intéressant de suivre parce qu'effectivement, ce nationalisme vaccinal, si on peut le dire, c'est très révélateur. Puis même, tu sais, on voyait les vidéos pendant la crise du COVID où il y avait des gens qui payaient des avions sur le tarmac pour rapatrier des masques. En tout cas, bref, le COVID, je trouve, est vraiment une loupe énorme sur des problèmes qui existaient déjà avant. Oui, bien sûr, ça les exacerbe de façon énorme. Là. C'est comme un accélérateur x10. En tout cas, bref, ce serait intéressant de suivre ça. Mais on a d'autres choses à parler, mais Barack, parce qu'on couvre l'actualité, on couvre tout. Nous, on est là. On est là. Et justement, on va parler de notre prochaine apéro. Je vais te faire une petite transition avant qu'on parle de notre prochaine apéro pour 2-3 minutes parce que j'ai regardé, tu sais, au Myanmar, on en avait parlé dans les dernières émissions. Oui, bien sûr, oui. Il y a des manifestations en ce moment pour Aung San Suu Kyi. Oui, pour la faire délivrer, je veux dire, recouvrir un peu son statut qu'elle avait, retour à la démocratie, exact. Pour les Français, Aung Suu Kyi. Et j'ai regardé, puis c'est écrit qu'un K. C'est ça. Eux la prononcent comme ça en France. Ils appellent ça ils l'appellent Aung Suu Kyi. Mais elle a un K. Ça s'écrit K-I-I. K-Y. Sérieusement, ça m'a presque insulté. Ouais, quand même. J'étais comme, ok, ils sont asiatiques. Fait que non, j'ai jamais insulté. J'ai regardé, tu sais, je te parlais de la blague avec le Hunger Games. Ouais. C'est pas une blague, en fait. C'est un symbole qu'ils ont réutilisé du film où quand tout le monde fait le signe de 3 doigts, et même dans les rues, tu peux voir les drapeaux du Mockingjay. L'oiseau avec les drapeaux rouges, en fait. Tu parles dans les manifestations en Birmanie en ce moment? Oui! Les gens font ça et c'est vraiment une référence au film Hunger Games. Le soft power américain à son meilleur. C'est n'importe quoi. Sérieux? Je te jure. Les manifestations en Birmanie, les gens font le 3 doigts de Hunger Games. De Hunger Games et utilisent les drapeaux du Mockingjay, de l'oiseau, puis
sais, pour dire Aung San Suu Kyi, c'est le Mockingjay. Tu sais, c'est... Wow! On utilise énormément de Mais références wow! à Hunger Games. Hunger Games is real! Comme, faudrait faire un 4e Hunger Games, ben 5e parce qu'il y avait 2 3e, Ouais. avec le Myanmar. Tu sais, c'est littéralement Wow! une Sérieux? référence à Hunger Games. Moi, ça me Hey, flabbergasse. ça me flabbergasse d'autant plus qu'on en a parlé il y a comme 2-3 semaines hors d'onde, puis là on était comme... Toi t'as envie de vivre dans Hunger Games, hein? Ben, pas tant que ça, honnêtement. Putain! pas tant que ça. Non, là. pas tant C'est que pas, c'est pas la gloire non plus. Puis je pourrais faire un parallèle aussi avec le Irak en Algérie. Ouais, le Hirak, oui, bien sûr. Deuxième Ça anniversaire, la deuxième anniversaire du Hirak cette semaine. C'est-à-dire que maintenant, ça va faire 2 ans que les mouvements de protestation ont commencé en Algérie. Ça chauffe. Ça chauffe parce que juste après Covid, c'était très. Le Hirak, c'est un mot arabe qui veut dire. Qui réfère au mouvement de bouger, tu sais, C'est du dynamiser, tu sais. ouais. On va dynamiser ce qui était là, on enlève la classe dirigeante puis on en met une nouvelle. Puis justement, pré-Covid, c'était un mouvement qui était très présent, là, que ce soit en Algérie que dans toutes les diasporas, là, ou en France, ici, même à Montréal. Moi, j'y étais chaque dimanche, tu sais, à la marche, puis ça faisait jaser, tu sais. Puis quand le Covid est tombé, plus le droit de sortir, plus le droit de se rassembler, cette affaire-là, pandémie oblige. Mais là, avec le 2e anniversaire, il y a comme un gros mouvement on recommence, tu vois, genre, le COVID n'a pas été une raison d'arrêter là, tu sais. Certes, on n'est pas dehors avec nos Mockingjay puis nos 3 doigts, mais tu vois que la classe dirigeante est très réagit. Elle réagit. Par exemple, le président Abdelmadjid Tebboune, il a décidé de libérer cette semaine certains prisonniers politiques du début du Irak. Puis ça, c'est intéressant à voir parce que tu vois que... Je trouve ça intéressant que tu parles de libération parce que ma transition, en fait, je suis désolé de te déranger sur le Irak. Non, mais vas-y. J'aurais pu en parler pendant des Ben, heures de toute façon, mais on y reviendra dans tous les cas. C'est sûr parce que tu es un énorme connaisseur, justement, de la cause algérienne. Parce que je vais parler de l'Australie cette semaine. Oui, vas-y. En parlant de quelque chose qui chauffe, Ouais. l'Australie qui avait dit à Facebook, en fait, on va mettre une loi pour réglementer les GAFAM. Mhm. Donc, les GAFAM doivent payer leurs redevances au gouvernement. Et c'est Leur juste part. leur juste part, tu sais. Puis c'est un modèle d'affaires aussi qui, justement, a tellement chamboulé les modèles établis. Puis il y a un trou dans le gouvernement, on a eu des revenus. Mhm. Et Facebook, comment elle a fait? Elle a dit, ben parfait, si jamais vous faites ça, nous, on va censurer du contenu, on va arrêter de publier certains contenus pour faire pression. Et moi, ça m'a autant flabbergasté que les Birmanais, les Birmans qui font le signe de Mockingjay, ouais. En ce moment, c'est une guerre, non pas entre l'Australie et un autre pays comme la Chine. Mhm. C'est une guerre stratégique entre une compagnie Une firme, privée, une firme multinationale. qui Ouais. contrôle l'information de pratiquement tout le monde Mhm. contre un gouvernement national. C'est tellement 2021. On s'entend. Oui, c'est un changement de paradigme énorme. Énorme, je veux Ouais, dire. ouais. C'est une compagnie qui challenge un pays. À quel point, je veux dire, on est rendu dans une époque qui est complètement différente. Les GAFA ont... They take over the world. Là. Take over the world. Ouais. Oh, oui, honnêtement, c'est comme rendu too big to fail, Ouais. dans un certain sens. C'est vraiment... Tu sais, Ouais. Facebook, c'est pas mal rendu plus haut que... C'est plus grand que Mark Zuckerberg lui-même. Oh, c'est oui. plus gros que... Tu sais, c'est gros, là. Tu sais, on peut le voir dans le documentaire Social Dilemma, où est-ce que d'anciens travailleurs de Facebook sortent de là et qui sont comme... Ouais, c'est de la merde ce qu'on a créé. Mais même, on pourrait parler de Google aussi, qui a congédié 2 personnes pour... Dernièrement... Oui, pour question éthique, tu sais. Puis on peut se questionner sur l'éthique, justement. Tu sais. Est-ce qu'on peut laisser des compagnies privées sans aucune réglementation contrôler notre information? C'est dangereux. Ben c'est ça, justement, C'est dangereux. les personnes qui traitaient ces questions-là ont été congédiées. Donc, tu vois que Google, Facebook, Amazon, Apple sont rendus too big to fail. Ils s'autogèrent d'eux-mêmes. Oui, C'est quelque oui. chose qui tu sais, pichenote, tu l'envoies ailleurs. Puis, tu sais, on parlait de changement de paradigme, là. Mais justement, les GAFAM, GAFA? Ben, GAFAM
M, c'est Microsoft. Ça inclut Microsoft, ben oui, mais oui. Ouais. Oui, on va l'inclure GAFAM, Ben là. ouais. Je veux dire, Bill et Melinda Gates Foundation, ils Ils sont sont là pas dedans. pauvres. Ils sont pas Non, pauvres. ils sont pas pauvres. Qui viennent à s'élever au rang de nation, tu sais. Quand les GAFA s'expriment, c'est comme si un président d'une nation importante s'exprimait, tu sais. Tout à fait. Quand les GAFAM vont réagir, comme par exemple ils ont fait en censurant beaucoup de contenu australien, beaucoup de contenu du gouvernement australien, tu vois que, d'accord, c'est une game, c'est une game diplomatique. C'est des sanctions, tu comprends? Ben oui, c'est ça. Tu peux appliquer une sanction. Tu sais, je veux dire, depuis quand une entreprise peut faire comme ah ben j'aime pas ce que tu fais, j'ai une carte dans mon jeu. Depuis quand une entreprise a une carte, puis pas une petite carte, là, je veux dire, censurer de l'information, on s'entend que c'est une carte qui est majeure. Oh, là, clairement, clairement. C'est un élément central de notre société. Donc, ces entreprises-là, aujourd'hui, comme tu dis, ont les moyens, en fait, de pratiquement un État, tu sais. Puis aujourd'hui, Facebook veut travailler avec la Libra, tu sais, faire une monnaie même. Ah oui! Donc, maintenant, les marketplaces, les transactions se font sur Facebook, la communication se fait sur Facebook. Là, on va avoir un échange de monnaie, de crypto-monnaie liée à Facebook. C'est le blockchain commence à take over the world. Too big to fail. Too big to fail. Ça me fait peur. Ça me fait peur un peu, je vais te l'avouer. Puis là, j'avais une idée que ça vient de me partir. Ben là, reprends-la. Reprends-la. Non, on parlait de GAFAM. Ouais. Puis, fun fact. Vas-y. On parlait que ils sont rendus au rang de nation, donc au rang de pays. Le Danemark a nommé, j'ai pas son nom, mais le Danemark a été le premier pays à nommer un ambassadeur au GAFAM. C'est-à-dire que ce n'est plus un pays qui gère une firme multinationale, c'est qu'ils ont un ambassadeur. Au même titre que le Danemark va avoir un ambassadeur en France, oui. Le Danemark va avoir un ambassadeur au GAFA. En Silicon Valley, ils vont envoyer quelqu'un, puis lui va être là en permanence pour avoir un certain dialogue, tu comprends? Puis ça vient de changer la game, là, encore plus. Tu vois qu'un pays occidental est en train de donner du poids à ça. Le fait que GAFAM peut être au niveau d'une nation puis dicter ses propres règles. Ben c'est ça, c'est vraiment ça. Effectivement, tu as bien dit de... Fun fact intéressant d'ailleurs, à quand peut-être d'autres gouvernements qui vont imiter, parce que c'est le début de quelque chose, mais en ce moment, je pense que si tu regardes le GDP, le PIB, la production économique, la valeur là j'ai donné tous les synonymes, de la Silicon Valley, tu as probablement un PIB qui est supérieur à bien des pays dans le monde. Oui, clairement. Clairement, la dernière fois, on en jasait hors d'onde, puis on disait, ça peut paraître très anecdotique, puis un peu, à la limite, dérisoire, pas dérisoire, mais qu'on s'en moque, mais on parlait de Jeff Bezos, le chef d'Amazon. Il va se retirer de PDG d'Amazon. Ah oui? Ben là, après avoir doublé sa fortune personnelle, depuis qu'il est rendu à plus de 160 milliards, 190 milliards, quelque chose comme ça. Avec sa nouvelle baraque, je pense. Sa fortune personnelle qui dépasse le PIB de plusieurs pays africains. Là. Puis oui, je viens de me rappeler de ce que je parlais. Vas-y donc. Tu disais que depuis quand une firme multinationale dicte ses règles à un pays, tu sais. Puis c'est juste que maintenant... C'est que c'est une firme multinationale comme Facebook, Amazon, ces affaires-là qui dictent leurs règles à des pays occidentaux. Mais c'était une dynamique qui existait déjà. Les minières, là, au Sierra Leone, là, tu penses pas qu'ils dictaient leurs règles à tous les dirigeants là-bas en leur donnant des pots de vin, des affaires de même, que la population elle reste dans la grosse dirt pendant qu'eux s'en mettent plein les poches? Par contre, dans ce temps-là, ou même encore aujourd'hui, ben oui, clairement aujourd'hui. Quand les minières font « Hey, je dicte mes règles », leur levier, c'est de dire « Je ferme ». Ouais. Je ferme, donc tu vas perdre 3000 travailleurs qui vont être fâchés après toi. Donc, tu veux pas perdre ces travailleurs-là qui représentent du développement économique. Là, c'est même pas ça. C'est même pas je ferme, puis il n'y a même pas de présence. Facebook n'a pratiquement pas d'employés en Australie. C'est une présence virtuelle. Oui, c'est que c'est tout le monde. Je contrôle l'information. Ces grosses entreprises-là aujourd'hui, puis je vais te donner un fun fact aussi. Je t'écoute. Avant la COVID, c'était quoi l'entreprise qui possédait au niveau du tourisme le plus de chambres à louer dans le monde? Est-ce que c'est Airbnb? Tout à fait. C'est Airbnb qui ne possédait... En fait, qui ne possédait... Possède pas! Ne possède pas, mais qui gère le data. Qui gère toute l'information
Des utilisateurs. Des utilisateurs, de gens qui mettent leur chambre Wow, à louer. ouais. Tu sais, on Ouais. est aujourd'hui dans une économie de plateforme. Mhm. C'est ça aujourd'hui. Uber avec le conflit avec les taxis de Québec, ces Ben, c'est la même affaires-là. chose, Ouais, tu sais. c'est la même chose. Uber a zéro voiture. Non. Une économie de plateforme aujourd'hui. Ouais. C'est une entreprise qui devient un intermédiaire entre toi, un besoin, un consommateur et une personne qui va donner un service. Ouais. Et Airbnb, Uber, Facebook, c'est la même chose. Mhm. Moi, j'ai de quoi à vendre. Toi, elle a les données de toi parce que toi, tu veux avoir C'est la accès à gestion, cette c'est la gestion de plateforme-là. data. Et je te mets en relation avec les deux et je contrôle en fait cette relation-là parce que tout le monde est en train d'interagir dessus. Donc, partir, ça serait coûteux socialement pour toi. Tu sais. Mettons que moi, sur Facebook, j'ai tous mes amis qui sont là. Mais si je pars de Facebook et personne ne me suit, je peux pas aller à une autre place que Facebook, tu sais, ou Twitter. Je suis toutes les personnes qui sont importantes pour moi sur Twitter. Si je veux, je m'en vais de Twitter, mais là, je suis tout seul, tu sais. Tu vois que c'est vraiment l'économie de l'information. Absolument. C'est vrai, une économie de l'information, de data, en anglais, l'information, qu'on sache ce que tu aimes, ce que ces affaires-là. La plateforme, de data is the new goal. Exactement. Maintenant, par exemple, data. J'ai un appartement vide. Je le mets en information sur Internet que Airbnb va gérer, puis Airbnb va faire en sorte que moi, je vais avoir du revenu là-dessus. Même chose pour Facebook, même chose pour toutes ces affaires-là. Puis c'est un gros changement de paradigme, encore une fois, là, tu sais. Mais parlant d'économie et parlant d'information, parce qu'on doit passer à notre sujet, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais on n'aurait pas le temps. Mais effectivement, je pense qu'on est dans un nouveau changement de paradigme, justement, avec ces grosses entreprises-là, les GAFAM et autres, Netflix, de ce genre, qui vont maintenant contrôler notre information. Ce serait vraiment intéressant. Puis virtuellement, n'ont aucune présence. Tu sais. Dernier fun fact. Vas-y. Parce que c'est ça que je voulais dire, puis qu'on dirait que ça sortait pas tantôt. Dans mes recherches tantôt, sur les GAFAM, le nationalisme et le fait que certaines multinationales s'élèvent au rang de nation, j'ai vu tantôt un article de 2018 de, je sais pas si c'était The Economics ou The Echo, bref, il disait que en 2018, les GAFA voulaient se lancer dans l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que le data, l'information sur les gens, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont, peut aider à gérer certains facteurs certains facteurs qui font en sorte que la vaccination se fait mal, ou bien toutes les recherches et développements sur tu sais, le data peut te donner des réponses sur tout et n'importe quoi, tu comprends? Puis eux, c'est de l'économie de ça, puis ils ont trouvé comment monétiser ça. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Puis c'est pour cette raison, c'est pour ça qu'ils se lancent, oui, sur les réseaux sociaux, dans le monde des réseaux sociaux, de la communication. Mais tu viens de le dire, Marketplace, où est-ce que tout se fait sur Marketplace, puis il y a 2 ans, ils parlaient de s'en lancer en pharmacologie, puis cette affaire-là. Ouais, puis la Libra, tu sais, ils veulent créer maintenant une crypto-monnaie, donc toi, c'est la même chose avec WeChat en Chine, tu sais. Ouais. J'ai un compte en banque virtuel sur Facebook, je mets de l'argent dessus. Bon, là, je vais passer une annonce d'une voiture. J'achète la voiture, je mets l'argent que j'ai sur Facebook là-dedans. Puis tout va passer à travers Facebook, tu sais. La voiture, là, la personne va prendre une publicité. Donc, Facebook fait de l'argent avec la publicité, peut faire de l'argent aussi avec la transaction qui est faite. Tu sais, cette plateforme-là, en fait, peut recueillir énormément de secteurs différents. Et pour les gouvernements, c'est énorme parce que avant, tu as une présence physique. Tu avais une compagnie avec un énorme bureau, 3000 employés qui payent des impôts. Entrepôt, nanana. Tu sais, il y a des revenus qui... Puis là, je contrôle le territoire, donc je contrôle ce que la compagnie fait. Maintenant, il y a zéro, il n'y a rien. Il y a 2 employés qui sont aux affaires publiques pour faire la relation avec le gouvernement, puis c'est tout, tu sais. Puis ils font plus de chiffre d'affaires que toutes les entreprises locales qui ne peuvent pas concurrencer, tu sais. Exact. Donc, c'est un problème, si on va se le dire. Clairement, c'est un problème. Clairement, puis il faut garder un œil là-dessus, là. Puis l'évolution de ça aussi, là. Parce que c'est... Quand on parlait de pente glissante, en début de show, là, mais ça peut être une pente glissante rapidement. C'est chaud. Puis que ça devienne Skynet dans Terminator. Je vais faire un petit parallèle avec Piment Fort. C'est chaud, c'est chaud. Ça pique. Est-ce qu'on s'en va vers un autre apéro ou on s'en va vers un cigare? Je sais pas. Je pense qu'on va y aller avec un dernier apéro bien vite. Ben vite? Ben vite. Ben laisse-moi juste faire une petite transition. Transition. On va parler en terminant notre apéro 4 minutes.
très rapidement des bitcoins, parce qu'on vous parlait de la Ben, on parlait de blockchain il y a 2 secondes. technologie de l'information, Exact. Je t'écoute. contrôle de l'information. Je t'écoute. Moi, je veux savoir, vas-tu acheter des bitcoins, toi? Il faudrait. Tu y Hey, penses? selon ce Tu y que le PDG de Tesla, comment il s'appelle, Elon Musk, dit sur Twitter et les réseaux sociaux ces derniers jours, puis aussi avec ce qu'il a fait, là, il a Tu peux acheter une Tesla avec des bitcoins. des bitcoins. Il a aussi fait en sorte que la moitié des actifs de l'entreprise Tesla et aussi tout ce qui s'ensuit, là, SpaceX and stuff, la moitié de ces actifs-là ont été convertis en bitcoins. C'est énorme. Énorme. Comme tu dis, moi, demain matin, là, ton ordi, mets-le en bitcoin. Mets-le en Ouais. bitcoin. Mais il y a un danger, honnêtement, avec le bitcoin. C'est très volatile. Puis moi, je trouve ça un petit peu dommageable qu'on appelle ça une crypto-monnaie. Parce que c'est pas une crypto-monnaie. C'est pas vrai que toi, au magasin, ou IGA, ou Maxi, ou peu importe à l'épicerie, tu fais je vais m'acheter une banane avec mes bitcoins. Je veux dire, le bitcoin peut faire 50 000 une journée, puis il peut être à 70 000 le lendemain. Tu sais, il est tellement volatile que je pense qu'il sera jamais une vraie monnaie. Je peux pas croire qu'il peut être une penses? monnaie. Pour moi, c'est une valeur refuge. Pour moi, c'est j'achète de l'or ou j'achète le bitcoin. Tu penses? Parce que il est trop volatile. Comment tu peux Hey! acheter des choses avec Quand j'habitais à Québec, à Sainte-Foy, Ouais. durant mon baccalauréat, il y avait une pizzeria à côté de chez nous, ça s'appelait Pizzeria chez Dan. Je pensais à la dire pizza chez Bitcoin. Ben man, pizzeria chez Dan sur Sainte-Foy, à côté du fort tonkinois puis de toutes ces affaires-là, je sais pas si à côté de la Ouais. pyramide, ben c'était le seul ATM de Bitcoin dans la ville de Québec. Puis il y a des gens qui venaient, tu sais, ils retiraient de l'argent avec leur Bitcoin. C'était le Ouais, seul. mais comment tu fais, tu sais? Moi, mettons, je gagne un salaire de, je sais pas moi, 100 000 par année, 50 000, peu Ouais. importe. Comment que je peux savoir que si le lendemain, mon Bitcoin passe de 50 à 100 000 parce qu'il y a effectivement 3-4 investisseurs comme Tesla, whatever. Tesla qui disent, moi, j'investis, puis là, la valeur monte. Mais là, la valeur monte, moi, mon argent, elle vaut plus rien, là. Tu sais, c'est de l'inflation à hyper degré, tu sais. C'est quand que toi, tu vas acheter quelque chose avec de l'or, tu sais. Oui, ben justement, c'est pour ça que ça avait changé à un certain moment avec la réserve américaine, ces affaires-là. Ouais, avec les Mais accords j'ai entendu dire que. Pas j'ai entendu dire, je sais que le nombre de Bitcoin dans l'air, là, tu sais, dans l'espace Bitcoin, est limité. C'est pas par exemple comme l'argent américain que tu peux en imprimer ou bien imprimer des liquidités. Il y a comme 12, je sais pas si c'est 12 ou 42, ça ressemble à ça, 42 millions de Bitcoin. Puis c'est ça. C'est juste ça, cette crypto-monnaie-là. Ouais, mais après le Bitcoin, ça va être autre chose, tu sais. Mais il y en a d'autres, des crypto-monnaies il y qui en sont. a. Il y en a une chier en ce moment. là. Oh, il y en a énormément, mais moi, mon point, c'est que, tu sais, oui, c'est le fun. Mettons que tu as de l'argent à investir, puis tu dis, j'achète de l'or, ça vaut pas la peine, ou je vais acheter des actions, ça vaut pas la peine, j'achète des bitcoins. Enfin, tu sais, Mhm. tu t'investis de l'argent dans un bitcoin en disant, je pense qu'il y a une valeur telle, il va prendre la valeur. Mais en tant que monnaie, comment tu peux utiliser le bitcoin? Tu sais, je veux dire, ta voiture, elle va valoir 40 000, puis le lendemain, elle vaut 80 000. Tu sais, comment tu fais pour te prévoir, toi, si tu... C'est ça, c'est que je pense en ce moment, c'est ultra volatile, comme au début de l'or, tu sais, durant la conquête de l'Ouest, puis ces affaires-là, l'or prenait de plus en plus de valeur parce que plus t'en trouvais, puis ces affaires-là, puis je pense qu'à un certain moment, ça va comme se stabiliser. Personne n'achète Non? de l'or. Personne n'achète avec de l'or en ce moment. Moi, j'arrive pas avec mon lingot à l'épicerie, puis... C'est ça, ben je pense pas que ça va être une... ouais. Je pense Pas pas une que c'est- crypto-monnaie, c'est un investissement. Mais je pense pas que ça va être une crypto. Je pense pas que ça va être une crypto-monnaie qui va être utilisée comme de l'argent au Provigo. Là. Ça va être plus ça. J'imagine, je lance ça comme ça, là, plus une forme de monnaie pour investir, tout simplement. Tout simplement pour D'ailleurs, investir. Il y a tu un sais. autre problème avec le Bitcoin, c'est l'utilisation de l'énergie. Ça consomme énormément. Oui, tu m'as envoyé un lien là, de ça. Fun fact. Vas-y. fact. Fun fact time. Fun fact. Let's go. En ce moment, le nombre de bitcoins, et si ma statistique est bonne, le nombre de bitcoins qui est utilisé dans le monde, en fait, l'énergie que ça prend pour le maintenir, tout ce système-là, Les serveurs physiques, là, c'est des gros ordis, ces affaires-là. Là. c'est l'équivalent de la consommation d'énergie de la Norvège. La consommation de l'énergie d'un pays entier en Europe. Maintenant qu'on parle en ce moment de changement de paradigme, là, pour un actif qu'on veut créer de l'argent avec, on est en train de consommer l'équivalent d'un pays en énergie. J'ai une Dans mauvaise- le Texas. J'ai une mauvaise joke, ça que j'allais Ah, il est dire. froid! J'allais dire, hey, on mettra pas ces serveurs-là, man, à Houston ou whatever, au Texas, là, tu sais. Peut-être que les gens peuvent se réchauffer avec la chaleur des ventilateurs. C'est ça, ouais. Non, mais, ouais.
Ils ont-tu accès au public, tu sais, une petite visite guidée, Visite mettons, guidée. là? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas... Puis d'ailleurs, la secrétaire au Trésor, justement, Janet Yellen, Ouais. Janet Aux Yellen, États-Unis. excuse-moi. Aux États-Unis, c'est ça? Oui, celle qui est Ouais. un peu l'équivalent de la ministre des Finances Là-bas. américaine, Ouais. a dit, pour elle n'y croit pas du tout au Bitcoin. Pour elle, c'est pas une monnaie d'avenir parce que justement, c'est trop consommateur d'énergie, c'est zéro durable. Et pourtant, toutes les banques, toutes les grandes banques du monde, de ce que j'ai pu en lire, sont en train de travailler pour régulariser cette crypto-monnaie-là. Money is Dans- everything. Parce que money is everything. Ouais. C'est que là, il y a beaucoup de recherche et développement pour ça. En ce moment, régulariser la crypto-monnaie pour la régulariser dans les systèmes conventionnels. Ben, on va en reparler certainement, Gromit Barrek. Et peut-être que tu pourrais acheter un Bitcoin avant ou un 0.01 Bitcoin C'est ça, avant c'est que- qu'on peut juste se permettre des fractions de Bitcoin en ce moment. Là. Parce que ça, il paraît que selon certaines banques, ça pourrait monter jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000 dans les Ouais. prochains mois. Donc, maybe, Dernier fun fact sur le Bitcoin. vas-y donc. T'es down? Savais-tu que, je pense qu'on en avait déjà parlé il y a très longtemps hors d'onde, savais-tu que quand tu achètes du Bitcoin, on te donne une clé, Ouais. une clé comme un code Un pour gros mot de passe un gros mot de passe de plein 1000 lettres, exactement. Puis t'es la seule personne à avoir accès à cette clé-là pour pouvoir avoir accès à tes Bitcoins. Puis il y a un gars aux États-Unis, évidemment, qui avait l'équivalent de, je sais plus trop quoi, mais ça ressemblait à quelque chose comme 40 millions de dollars en équivalent de Bitcoin, mais le gars a perdu sa clé. C'est-à-dire que ces bitcoins existent, mais il n'y a pas accès. Pas y aller. sur cette frustration, Hey, je suis millionnaire, mais. Ah ouais, achète-moi donc une banane. Ah, j'ai pas d'argent. on va dire pour le cigare, mon chum? Ouais. De toute façon, moi, je ne vais pas acheter un bitcoin, je le perdrai, c'est sûr, après 2 secondes. Hey, Ouais, vas-y. on est rendu au cigare, mais bah oui. Yes, sir. Yeah. Et il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste à peu près 5 minutes. Let's go. Mais je voulais te parler d'un film justement que tu m'avais parlé. Là, 2 ou 3 semaines, tu me disais, Ouais. il faut que tu écoutes ça. Ouais. The White Tiger, Oui. le lion blanc. Sur Netflix. Adoré. Super bon ce film-là. À Je vous, l'ai hein? dévoré autant que le lion blanc. À vous. Écoutez ça. Le lion blanc, ceux qui sont abonnés sur Netflix, écoutez ça, ça vaut vraiment la peine. Non, tu veux dire Lion. Juste Lion. Le tigre blanc, excuse-moi. OK, parce White que Tiger. OK, parce qu'il y a un film indien qui s'appelle Lion, Ouais. qui met en scène fait en scène l'Inde, qui s'appelle Lion, puis il y a aussi un autre film qui vient de sortir en 2021, The White Tiger, qui met en scène toute cette dynamique là des Ouais. castes, des différentes castes en Inde, bon les intouchables qui sont la plus basse caste en Inde, puis les plus riches, puis là ça met en scène toute cette disparité de richesse là. Moi, j'ai vu The White Tiger. Oui, The White Ouais, Tiger, The c'est White exactement Tiger, ça. Le tigre blanc, excuse-moi, je me suis carrément trompé. Écoutez vraiment ce film-là. En tout cas, moi, je vous le recommande. Je lui donne un 9, moi. Un petit 9 sur 10? Un 9 sur 10, toi, tu lui donnes combien? Ben, écoute, justement parce que ça touchait tellement de dimensions, là, je veux dire, autant toute cette lutte sociale-là entre Ouais. les différentes castes en Inde, toute cette réalité-là entre l'Occident qui arrive, tu sais, La globalisation la aussi, globalisation et comment l'Inde Ouais. prend sa place dans cette globalisation avec les États-Unis, entre autres. Et comment t'as des gens qui veulent accéder à ce rêve-là. Là, Ouais. Tout à l'heure, on parlait de rêve américain. C'est très intéressant de voir comment le personnage principal de ce film-là, qui vient des plus basses castes en Inde, veut accéder à ce rêve-là de la richesse, oui. tu sais. Puis cette dualité, justement entre les gens extrêmement riches, tu sais, vraiment, c'est deux extrêmes. Tu sais, t'as des gens qui se battent pour une bouchée de pain pendant que d'autres vivent dans un château énorme. Exact. Très bien défini dans ce film-là. Réalisation incroyable. Honnêtement. Ouais. J'ai adoré justement cette ambiance-là au niveau de l'ambiance sonore. Comment on a mis en scène le film où il y a un crescendo vers justement le moment final qu'on ne va pas vous raconter. Donc, No spoiler non, à spoiler apéro. alert, mais comme je vous disais, écoutez ce film-là, moi je trouve que ça a été vraiment Ouais. 2 heures là, que j'aurais investi. Non, c'est ça, c'est pas brain dead, là. Et le c'est que personnage aussi. Le personnage est wow. excellent. Je pense que c'est un des premiers films que cet acteur-là faisait aussi. Bon, j'avais certains fun facts à propos de ce film-là, mais bon, le Vas-y. temps nous manque. Vas-y. Non, le temps nous manque parce Vas-y, on a que j'ai 3 pas, minutes. j'ai pas mes notes. Oh, J'ai pas mes notes. Des excuses. Mais ouais, je recommande ce film-là à tout le monde. Tout à fait. Puis, tu voulais pas faire un petit... on parle de culture, tu voulais pas faire un petit clin d'œil à un petit duo qui nous a quittés?
Oui! Oui! Daft Punk. Je voulais savoir, moi je suis un fan de Daft Punk. T'es un fan? T'es un fan? Instant Crush. Ah! Qui est une des chansons de Daft Punk. Ça a marqué notre époque, honnêtement. Ça a marqué Daft notre Punk. époque. On peut Ça pas a le dire de marqué notre contraire. Je pensais justement, dans la voiture, je me disais, hey, mes baraques vont sûrement dire, moi je suis comme, j'aime ça, mais ça va. Tu sais. J'aime ça, mais ça va, mais je peux pas nier que ça a marqué notre Ça a époque. marqué notre époque. Que ce soit avec Work It, Make It, Do It, Makes Us Harder, Better, Faster, Stronger. Que ce soit avec un Get Lucky, Get... Ouais. Tu sais, ça a marqué beaucoup de soirées de mon université, de mon cégep, de mon secondaire. Oui, c'est très trendy. Il y a vraiment, je trouve, une musique qui était très spécifique à eux. Ouais, Il y avait un style, ils ont vraiment défini une image, même avec le style très techno. Avec On connaît pas leur visage. leur visage, les costumes. Exact, ça c'est... Ils ont défini un style, un brand, vraiment un style musical aussi qui était très à eux. Oh, oui, Qui clairement. était très précurseur pour leur époque aussi, parce qu'ils ont Clairement. commencé quand même, je pense, en les années 90, 80. Exact, fin 90. Dans 90, de ce que je sais, Avec mais le bon. techno, qui était à la Exact. base quelque chose de relativement nouveau. C'est quand même cool de voir que beaucoup du monde de la musique techno, électronique et ces trucs-là viennent de France. C'est pas genre... où sont francophones? Tu sais, c'est pas Ouais. David Guetta qui est français? Oui. C'est pas eux qui sont français aussi, Daft Punk, ou ben DJ Champion ici au Québec. C'est vraiment Ouais, des mais là, gros tu compares noms. Daft Punk à DJ Champion. Non, puis il y a aussi mais- Worm ou quelque chose. C'est un DJ qui vient ici, justement, de la grande région de Montréal, puis qui est très connu internationalement. Le Québec gagne à se faire connaître en musique électronique. Même si je ne suis pas un grand fan, Oui, je reconnais le assurément. génie mais québécois et c'est- francophone de... Puis c'est très jeune aussi, la Ouais. musique électronique, on va se Ouais. le dire, mais Daft Punk. Daft Punk. Daft Punk, en tout cas, moi, Penses-tu que Daft Punk, ils font j'ai des... été chanceux. I was lucky. Penses-tu que Daft Punk, ils font des belles petites chansons de fin d'apéro? Je pense que oui, hey, on pourrait pas les éviter à l'émission, ou juste un des deux parce qu'ils viennent de se séparer, mais t'as vu très de qui? Ça arrivera. Ouais, je sais pas. Viens avec le casse-noir. Avec la caisse noire, hein? Mais en tout cas, tout le monde, hey, vous avez aimé C'était l'apéro, C'était l'apéro cigare. Ouais, si vous avez aimé, abonne-toi. commentez, likez, ça fait son bout de chemin. Puis merci tout le monde. Salut, ciao. That was nice. That was nice.